L'objet de ce petit webinaire qui est offert par l'Institut suisse de la qualité de vie au travail à l'occasion de la semaine de la QVT, c'est de parler des dérives nocives en équipe et des règles qu'on peut déployer pour les éviter. On va faire en 3 temps l'état des lieux, un point à travers les symptômes et on traitera les ces règles vitales. Pardon, vous entendez peut-être la machine à café. C'est tout bon. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, d'abord à ceux qui recherchent la performance dans leurs équipes ou pour eux-mêmes, à ceux qui veulent mettre l'humain au centre de leurs activités. Idéalement, les deux sont très compatibles et c'est bien quand on a cette double démarche. Et à ceux qui aiment enfin des approches pragmatiques et de bon sens, qui est l'objet de cette démarche que je vais aussi vous présenter à l'occasion de ce webinaire. L'idée, c'est d'être clair sur les enjeux, et on y reviendra avec un état des lieux, de présenter une démarche concrète, et normalement, à la fin du webinaire, vous serez comme ça très content. Qu'est-ce que c'est que le management haut du bocal, dont le petit logo apparaît aux côtés de celui de l'ISQVT? Le management haut du bocal, c'est une démarche issue d'une expérience de plus de 65 ans, qui a été initiée dans les années 60 par le Centre d'études des entreprises en France et qui existe au niveau européen sous le nom Management haut du bocal depuis quelques mois et qui est arrivé en Suisse sous ma responsabilité. Cette démarche-là a permis d'accompagner plus de 700 entreprises, des dizaines de milliers de managers dans tout type d'activités, les industries, les services, les organisations locales, privées, publiques. Et cette démarche a une vision qui est le travail sur la culture d'entreprise. On utilise régulièrement une fable qui est la fable du piranha et des poissons rouges pour exprimer l'idée derrière cette vision. On considère l'entreprise un peu comme un bocal avec des poissons rouges dans lesquels un ou plusieurs piranhas, personnes un peu toxiques ou qui ont des conséquences de désorganisation au sein du bocal. Donc ces piranhas sont présents et la stratégie un peu spontanée, c'est de partir à la chasse sous-marine, à ces fameux, pour rattraper ces fameux piranhas, mais c'est une stratégie qui est coûteuse, évidemment, vous en doutez, en temps et en énergie. La bonne démarche, en tout cas celle qui fonctionne depuis quelques dizaines d'années, c'est de rendre la culture d'entreprise inadaptée aux piranhas. Donc en réalité, de clarifier l'eau du bocal, fini l'eau trouble qui est tellement appréciée par les piranhas. Et l'objectif derrière, c'est dans un premier temps d'identifier facilement ces piranhas, idéalement que les piranhas mal à l'aise quittent la structure et en réalité, dans le meilleur des mondes, que les piranhas bénéficient de cette clarté du bocal pour se transformer, si on veut, en poisson rouge. Ce management haut du bocal, il a été théorisé dans un livre qui est sorti assez récemment, il y a quelques mois, écrit par un de mes collègues qui est l'initiateur de cette appellation management haut du bocal, François-Joseph Vella. Je vous recommande sans hésiter ce livre. Il va reprendre une bonne partie de ce qui est présenté dans ce webinaire et avec beaucoup d'exemples concrets et des exemples d'application. Ce management audio-vocal, il a une approche expérimentale avec deux questions fondamentales. La première, je vous la présente, vous devinerez la deuxième sans problème. Quand ça ne marche pas dans une entreprise, pourquoi ça ne marche pas? Et quand ça marche, pourquoi ça marche? On est sur de l'expérimental, c'est-à-dire il y a souvent, on peut construire de la théorie, mais on cherche vraiment du résultat, du concret, du pragmatisme. Alors revenons un petit pas en arrière, un instant sur l'état des lieux. Un état des lieux qui est quand même très largement partagé dans tout le monde occidental, à savoir au niveau des entreprises, des nouveaux enjeux du management. Alors j'ai mis nouveau entre guillemets parce que en réalité ces changements-là sont progressifs. Mais parfois, pour une entreprise qui n'a pas suivi ce changement progressif, c'est une prise de conscience brutale. Donc, au niveau du contexte, ce sont les enjeux du travail, avec l'hybridation du travail, une autonomie croissante, une recherche de sens de plus en plus grand, avec l'idée de l'engagement des collaborateurs, les enjeux sociétaux, notamment tout ce qui est RSE dans les entreprises, la diversité, la pyramide des âges et un enjeu de loyauté. Et enfin, des enjeux du marché avec une recherche de plus en plus grande de formation, une recherche et un besoin. La gestion de la charge croissante pour tous et là, un enjeu de performance. Le constat, très généralisé aussi, c'est un absentéisme en pleine croissance, un turnover qui explose, de plus en plus de quiet quitting, donc ces démissions silencieuses qui font que les personnes se restreignent à les employés, les cadres, toutes les personnes des entreprises se restreignent à ne réaliser que ce qui est sur la feuille de mission, mais sans aucune initiative.
Et puis en réalité, un épuisement, une sursollicitation généralisée qui cause de gros problèmes dans les entreprises. Au niveau des managers et des dirigeants, quelques chiffres rapidement. 78% se sentent débordés, 70% estiment ne pas être assez formés ou accompagnés, 66% trouvent qu'il y a trop de paperasse et d'administratifs. Et en réalité, on a des conclusions étonnantes, à savoir que la plupart des dirigeants peinent à trouver du temps pour la stratégie en étant concentrés sur des problèmes de management, et 66% des salariés n'ont pas ou plus pour ambition de devenir manager. C'est pas nécessairement mauvais, puisqu'on pourra en discuter, tout le monde n'a pas forcément la fibre pour être manager, mais en réalité, c'est un signal intéressant sur le fait que la fonction d'encadrement aujourd'hui est de plus en plus compliquée. Alors pour les collaborateurs, des histoires banales. Chef, il paraît qu'on va nous changer les ordis, je sais pas, je suis pas au courant, on retourne bosser Fabrice. Des relations hiérarchiques où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Chef, il faut que je m'absente demain, j'ai un problème à la maison, c'est pas moi qui décide, c'est le planning, retourne bosser Fabrice. On ne peut pas, donc des chefs de plus en plus impuissants dans les décisions concrètes des équipes. Et finalement, si on ne sait pas, si on ne peut pas, le problème c'est qu'on ne veut plus. Et donc on a des collaborateurs désengagés et des managers discrédités. C'est ce qu'on veut éviter, évidemment. Éviter donc ce désengagement, ce discrédit, parce qu'il nous mène à cette fameuse spirale du désengagement, avec des petits incidents, le je sais pas, je peux pas, des doutes, des craintes et un repli sur soi, je ne veux plus. Des interventions malheureusement souvent inadaptées, parce qu'en réalité, cette incapacité, ce discrédit, ce désengagement, il est quand même visible. Donc les RH, la direction tentent d'intervenir, mais souvent c'est du court-circuit, c'est des procédures supplémentaires, sous couvert, comme je le disais, de bonnes intentions. Et donc on arrive à cet abandon de responsabilité, l'ouverture du parapluie, la patate chaude qu'on se refile et des dérives qui grandissent dans ce cercle vicieux. On cherche à en sortir et pour ça, on essaye d'identifier quelles sont ces dérives nocives, quels sont ces symptômes d'équipe dysfonctionnelle. On se concentre sur ce qui ne marche pas. Le premier point régulièrement trouvé, donc évidemment, on souhaite que dans une équipe, on n'ait pas cinq dérives. Mais cependant, dans une équipe qui va mal, on retrouvera systématiquement l'une ou l'autre de ces dérives. La méfiance, la méfiance qui est souvent causée par des informations déformées, limitées ou absentes, et des modes de communication qui sont blessés dans les entreprises. Donc le développement du mensonge, les non-dits, les malentendus, les fameux mails incendiaires en copie à tous. Avec cette conclusion, on n'ose pas parler ou on craint de blesser. Le travail en silo, euh, le manque de transversalité, je parlais de la patate chaude, c'est pas chez nous, c'est à côté qu'il y a un problème, chez nous tout va bien. Les équipes qui travaillent, les équipes, les entités, les départements qui travaillent pour des indicateurs différents. Et donc tout ça nous amène à cette fameuse organisation en silo et un manque de cohérence dans les entreprises. Le désengagement, qui est aussi un des grands symptômes, le plus visible généralement, les responsabilités diffusées et floues, l'immobilisme, le manque d'esprit d'initiative qui crée des décisions arbitraires sur toute la chaîne hiérarchique et l'on a la perte de motivation, l'abandon de responsabilité et les statistiques dont on parlait au début, des turnovers et des absentéismes qui explosent. La quatrième dérive nocive va être au niveau des rivalités, des tensions dans les équipes ou entre les équipes, accentuées encore par l'effet silo, des conflits, chacun tire la couverture à lui, joue perso, et les équipes deviennent simplement la somme d'individus au lieu d'être cette unité, cette entité que l'on cherche à créer pour aller ensemble dans la même direction. La dernière dérive nocive identifiée comme quelque chose d'assez répandu, on en parlait un petit peu avant la webinaire avec un de mes collègues. La nouvelle génération est plus sensible à cet écueil, mais c'est encore trop répandu, c'est le manager gestionnaire. La mission du manager est centrée sur la technique, la prestation ou la finance. Là, on voit qu'il y a un enjeu dans l'entreprise pour définir la mission. Mais après, la conséquence, c'est un manager qui va s'occuper de se faire progresser avec un carriérisme surdéveloppé et un souci minime des personnes qui sont vues comme des numéros. On a ça aussi dans les industries avec un grand turnover où on finit par se désintéresser de la personne parce qu'on sait qu'elle va partir et qu'on va en réembaucher. Ça, c'est un vrai souci dans la prise en compte de l'unité de l'équipe. Alors, ces cinq dérives nocives, la méfiance, le travail en silo, le désengagement, la rivalité et le management gestion, on veut évidemment s'en débarrasser et comment réagir.
Alors, le remède face à ça, ce seront ces 5 règles vitales. Donc, elles sont thématisées sous 5 pôles. Quand on intervient dans les entreprises, on peut être amené à les détailler. Alors, 7, 8, 9, 10 règles vitales. L'objectif, ça reste néanmoins d'essayer de restreindre ce nombre. Et aujourd'hui, comme elles sont organisées, elles représentent quand même la plupart des cas dans les entreprises. Donc, face à la méfiance, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est assez naturel. On veut diffuser la confiance. Face au travail en silo, on veut favoriser la transversalité. Pour contrer le désengagement, on veut faciliter l'esprit d'initiative. Pour éviter les rivalités, on veut promouvoir la cohésion interne. Et enfin, pour sortir du management gestion, on veut faire progresser les équipes. On va avoir ce souci de faire progresser les équipes. Et on va réaliser à quel point ce sujet-là touche évidemment les cadres, les managers, mais bien sûr toutes les personnes qui travaillent au sein des entreprises. Alors, comment diffuser la confiance? Nous avons proposé cette règle. Alors, il y a évidemment plein de moyens de diffuser la confiance. On a essayé d'adopter l'approche Pareto, donc le 80-20, de dire quelles sont les démarches qui nous permettent d'avoir le plus de résultats dans ce domaine-là. Donc, comment diffuser la confiance en parlant vrai? Donc, parler vrai, c'est déjà dans le terme. Il faut d'abord se parler et il faut se parler en utilisant des faits, des émotions, mais pas des opinions. Un exemple intéressant qu'on utilise parfois avec le thermomètre, si je dis qu'il fait 28 degrés, c'est un fait. Si je dis que j'ai chaud, c'est indéniable, c'est ce que je ressens, personne ne peut me l'enlever. Mais si je dis il fait chaud, alors là, c'est sujet à débat. Et quand on discute avec les équipes, quand on discute au sein d'une entreprise, c'est une attention qu'il faut avoir de ne pas utiliser les opinions comme des faits. C'est seulement en utilisant cette approche-là qu'on va réussir à parler vrai. Alors ça, la conséquence, c'est d'encourager les déclarations d'erreurs qui vont être des sources de progrès. Attention, une erreur n'est pas une faute. C'est d'encourager la communication montante comme descendante, comme transversale. Souvent dans une entreprise, on va avoir l'une ou l'autre des types de communication qui fonctionnent bien. La communication descendante, elle est toujours en place, mais elle n'est pas toujours fonctionnelle. La communication montante, elle est généralement difficile et la communication transversale, si on a des silos, c'est aussi un vrai enjeu. Pour chacune des règles vitales, je vous propose 2 petits points supplémentaires. Évidemment, c'est court dans ce webinaire, mais qui vous permettent de repartir avec des éléments concrets. C'est d'abord ce qu'on appelle les murs porteurs ou le rituel de management. Un rituel de management important pour diffuser la confiance, ça va être le droit de recours. Le droit de recours, c'est le droit pour tout collaborateur d'aller voir plus haut dans la hiérarchie pour remonter un sujet. Évidemment, ce droit de recours, il faut y avoir recours quand on a pu aborder les sujets avec son manager. Et si on se rend compte qu'il y a une inaction du management, on doit pouvoir aller voir le N+2, aller voir la direction, aller voir les RH, sans que ce soit compris comme un court-circuit. Et donc, ce droit de recours, il doit être nécessairement développé dans l'entreprise, mais accepté et connu. Le droit de recours, ce n'est pas du copinage, le droit de recours, ce n'est pas du court-circuit, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est un élément fondamental pour que le collaborateur sache qu'il peut parler. En plus des murs porteurs, je vous donne un petit outil, c'est le tour de pépite caillou. Le tour de pépite caillou, c'est un tour qu'on peut pratiquer lors des réunions hebdomadaires ou mensuelles avec les équipes. C'est de dire ce qui va, ce sont les pépites, mais aussi dire ce qui ne va pas, les cailloux. Alors, ce qui ne va pas, souvent, on le dit, mais on le dit en grognant, on le dit dans un mode non cadré. Et ce qui va, généralement, malheureusement, on ne le dit pas. Alors, dans ce cas-là, dire ce qui va, c'est permettre de recréer une ambiance positive dans l'équipe, mais dire ce qui ne va pas doit être suivi des faits. L'objectif, c'est pas de créer un espace de plainte qui n'a pas de conséquences. Et ça, on va en parler plus tard avec les zones d'influence, parce qu'en réalité, on ne peut pas toujours agir sur un caillou, mais on peut toujours en informer la hiérarchie. La deuxième règle vitale, vise, disons, à favoriser la transversalité. Et là, l'objectif, c'est de coopérer au service des clients. Pour chacune des règles vitales, on a un peu une image, et là, on a l'image du tabouret, le client au-dessus de l'environnement et qui repose sur 3 pieds, le personnel, la prestation et le profit. L'enjeu ici, et on peut l'aborder directement en parlant du mur porteur, l'incitation et les indicateurs convergents, c'est que chacun des départements qui appartient à l'un ou l'autre des piliers, chacune des thématiques de l'entreprise, converge. Et là aussi, on se rend compte, via un audit tout simplement, par exemple des objectifs d'année, à quel point souvent les indicateurs divergent. On va avoir un département commercial qui devra rentrer un maximum de projets, mais un département opérationnel
qui devra par exemple stabiliser son chiffre d'affaires. Là, on a des indicateurs divergents et qui vont nécessairement créer un ensemble de conflits au sein de la structure. Donc, cette vision-là, elle est fondamentale et elle n'est pas si simple en réalité à déployer. Un outil très concret et très pratique, ce sont les accords réciproques de coopération. De dire que lorsque des départements, des entités sont amenés à collaborer régulièrement, il faut faire cet atelier de dialogue où l'on clarifie les attentes et les apports entre les entités. Dans ce cadre-là, on va pouvoir aussi mettre sur la table les points qui ne vont pas et prendre des engagements les uns envers les autres. Cet accord réciproque de coopération, il est écrit, il est archivé et il est revu. Et ça, c'est aussi très important. C'est toujours un petit temps, évidemment, le travail sur l'opérationnel euh, transverse, il prend du temps, mais il est fondamental après pour l'exécution au quotidien. La troisième règle vitale vise à faciliter l'esprit d'initiative. Et pour ça, l'enjeu, c'est d'associer conséquence et pouvoir. C'est le pouvoir, le marteau, et la conséquence, le clou. On imagine bien quand on doit planter un clou qu'on va préférer tenir le marteau soi-même plutôt que de le passer à son petit cousin en disant vas-y, tape. Et ça, c'est vraiment l'image parfaite et la logique évidente qui vise à associer conséquences et pouvoir. On donne du pouvoir à celui qui va subir les conséquences, à celui qui doit accomplir une mission. Et ça, en réalité, c'est tout un enjeu de subsidiarité qui n'est pas non plus si évident, parce que ça veut dire que celui qui va planifier ces interventions, c'est celui qui va les mener. Alors évidemment, on peut avoir besoin de coordonner différents intervenants, par exemple, mais on ne peut pas imaginer que celui qui intervient sur le terrain ne soit pas impliqué dans la planification. Ça, c'est un exemple typique. Dans les rituels de management, on a la mention dans les fiches de mission, dans les fiches de poste, des clous et des marteaux. Alors, pas sous cet intitulé nécessairement, évidemment, mais de dire, on doit définir quel est le pouvoir que chaque personne a sur sa mission et dans la manière d'accomplir sa mission. On réalise à ce moment-là que souvent on dépossède les collaborateurs de moyens dont ils ont besoin pour accomplir la mission. Un outil concret qui permet de définir justement ces clous et ces marteaux, c'est d'identifier les zones de pouvoir. Chaque collaborateur, en réalité, est un responsable puisqu'il a une mission. C'est pour ça que j'essaye d'éviter, quand c'est possible, juste le terme générique de responsable. On est tous responsables. Et donc, on a des zones de pouvoir où on peut décider seul. On a des zones d'influence dans lesquelles il faut consulter et négocier. Alors, le pouvoir, ça va être effectivement dans quel ordre je vais accomplir mes tâches selon les types d'activités et d'industrie. La zone d'influence, ça va être de l'organisation du bureau, mais qu'on va discuter avec le collègue qui est en face. Et la zone de contrainte, on informe et on accepte. C'est la distance à la cafétéria, par exemple, qu'on va trouver trop grande. Malheureusement, on va pas pouvoir changer ça en un coup de baguette magique, mais informer la hiérarchie des pertes de temps, par exemple, et accepter cette contrainte. Le fait d'identifier ces zones de pouvoir, c'est aussi d'accepter parfois qu'il y a des choses qui nous échappent. Et le fait juste de le comprendre, souvent, c'est apaisant dans les équipes. La quatrième règle qui vise à promouvoir la cohésion interne, c'est cultiver l'esprit d'équipe, être unis comme les cinq doigts de la main. Mieux se connaître, avoir des rituels de parole et de moments de cohésion. Et pour ça, il y a un vrai sujet qui est le nombre de collaborateurs directs qu'une personne peut avoir. Il y a un nombre maximum, je vais y revenir dans un instant, mais on peut même considérer un nombre minimum. On n'a pas besoin d'avoir un responsable hiérarchique pour une ou deux personnes. Quand on travaille à trois, il faudra mieux privilégier la coordination collective plutôt que de mettre déjà un rapport hiérarchique. Donc, on imagine, généralement, en dessous de trois, on ne va pas constituer une cellule hiérarchique. De même, il y a un nombre maximum. Si on est sur une cellule hiérarchique d'amélioration continue, de définition stratégique, aller jusqu'à 7, 8, voire 9 collaborateurs, c'est un vrai maximum. Conseil fédéral, il y a les 7 sages, on sait que ça fonctionne, on peut discuter, on peut travailler ensemble. Une équipe, en revanche, comme au rugby, on monte à 15, c'est encore faisable. Plus, c'est très compliqué d'avoir un rapport avec chacun et de se préoccuper de la progression des uns et des autres. Un outil, c'est cet exercice de miroir en binôme, de dire que de temps en temps, une, deux, trois fois par an, avec des binômes différents, on prend quelques minutes pour écrire sur papier ce que j'aime dans le travail avec la personne,
ce que j'aimerais améliorer dans ce travail, et enfin ce à quoi je m'engage pour mieux travailler avec ce binôme. Souvent, ce troisième point, il est en réalité défini lorsqu'on fait le bilan à deux. Donc, un temps de réflexion chacun de son côté, et puis un débrief où on parle vrai, on se dit les choses, et on ressort de cette séance qui doit durer 20-30 minutes grand maximum, avec des engagements et des clarifications sur un binôme au sein de l'équipe. Ça, c'est toujours très riche et c'est assez fondamental quand on sent qu'il y a des conflits ou des tensions qui apparaissent dans les équipes d'organiser ce type d'exercice. Et enfin, comment faire progresser? Et pour ça, la règle que l'on met en avant, c'est d'accompagner les managers, accompagner ceux qui sont destinés à encadrer les hommes. Et pour ça, on aime beaucoup cette phrase qu'un de mes collègues avait vue sur un tableau d'un chef d'atelier. Occupons-nous des hommes, ils s'occuperont du boulot. Et pour ça, c'est important que les managers puissent encadrer, coacher leurs collaborateurs et que eux-mêmes soient encadrés, coachés. Le mentorat des cadres est fondamental et la formation continue pour eux comme pour leurs collaborateurs est extrêmement importante. Dans ce cadre-là, on va veiller au sein des entreprises à avoir des critères de choix des managers qui ne soient pas systématiquement juste gérer une promotion parce que la personne est arrivée au sommet de la chaîne technique, mais que les managers aient l'envie de faire progresser leurs collaborateurs. Et un outil concret qu'on pourrait mettre en place, c'est ce qu'on appelle le tour d'équipe. Le tour d'équipe, c'est l'entretien d'un chef avec son propre chef sur ses collaborateurs. Donc, le N+1 d'une équipe qui parle avec le N+2 des N. On parle du boulot à travers les progrès des uns et des autres. Et là, ça nous pousse à nous poser réellement la question des compétences des uns et des autres, du potentiel des uns et des autres. Et ça, c'est aussi très intéressant de le faire en tout cas 2 fois par an, c'est-à-dire une fois avant les entretiens annuels et une fois à mi-parcours. C'est important pour aussi prendre des résolutions dans le cadrage de ses collaborateurs, dans la promotion des collaborateurs, dans les encouragements à donner le plus régulièrement possible lorsqu'il y a des bons comportements. Alors, ces 5 règles vitales, on l'a vu, pour diffuser la confiance, un chat est un chat, on parle le vrai. Pour favoriser la transversalité, ce tabouret personnel, profit, prestation, on coopère au service des clients. Pour faciliter l'esprit d'initiative, on associe le clou et le marteau, les conséquences et le pouvoir. Pour promouvoir la cohésion interne, on cultive l'esprit d'équipe. Et enfin, on cherchera à faire progresser en accompagnant dans un premier temps déjà les managers, ce qui aura la conséquence, la formation pour tous. Résultat dans les équipes, si on aborde avec ces différentes règles vitales, on passe du désengagement et du discrédit, vous vous rappelez, ne sait pas, ne peut pas, ne veut plus, à des collaborateurs qui sont engagés et des managers légitimes, avec des managers qui deviennent le premier canal d'information pour le collaborateur et des vrais responsables sur le terrain. Et, euh, et on retrouve pour les managers et pour les dirigeants, alors c'est des statistiques grossières, mais qu'on a quand même globalement retrouvé dans la plupart de nos interventions, un 70% à gérer des problèmes de management qui est réduit pratiquement à une portion minime du 5%. En revanche, le management lui-même prend du temps et c'est important, mais c'est du management premium si on veut, de l'encadrement, de la collaboration, du recadrage quand c'est nécessaire et beaucoup plus de temps pour les projets, pour la stratégie, pour la projection dans l'avenir. Et on le dit en parenthèse, en plaisantant, mais c'est assez vrai, on dort beaucoup mieux. Alors la suite, quand on a compris un peu combien ces règles sont importantes, c'était de déployer une démarche haut du bocal, avec d'abord, pardon, hop, j'ai poussé ceci, avec d'abord une première étape qui est la décision, avec éventuellement un séminaire de dirigeants qui permet de rendre possible ce qui est nécessaire, de diagnostiquer et de décider des règles vitales de l'organisation. Je le mentionnais au début, c'est pas nécessairement les 5 règles exactement reprises mot pour mot qu'il faut appliquer partout, mais il faut se les réapproprier. En deuxième étape, un travail sur les rituels de management avec des ateliers transversaux. On va parler des critères de recrutement, des critères de choix des managers, pardon, la manière dont on va mener les entretiens d'évaluation. La troisième étape, qui est la plus importante, c'est la transmission avec des formations expérimentales équipe par équipe pour s'approprier et pratiquer la démarche. C'est la mise en place d'une vision commune, de langage commun, d'outils et de rituels de management, ces fameux murs porteurs communs. Et enfin, l'accompagnement, parce que si on veut maintenir le souffle, on doit continuer à échanger sur les bonnes pratiques, on doit continuer à développer l'amélioration continue. Et ça, on le fait en principe par du coaching ou du mentorat de cadre. Pourquoi je mentionne souvent les deux? Le mentorat sera beaucoup plus important lors des primo managers qui débutent. Le coaching, en revanche, donc,
on pourrait revenir dans les questions, sera plus adapté à des managers d'expérience. Et en tout cas, cet accompagnement, il va se décliner par des formations pour tous. Le quick win qu'on peut développer déjà avec nous, ce sont ces formations en équipe. Dans ces formations, elles se structurent comme si des entretiens individuels, 2 jours avec l'équipe et un bilan à froid avec le manager. La vision qu'on en a, c'est que c'est un peu le service technique de l'équipe. Voilà, quand on fait le service de sa voiture, de son auto, on a 66 ou 70 points de contrôle. En revanche, le service de l'équipe, on le fait très peu. Et l'objectif de ces formations, c'est de scanner un peu la vie de l'équipe au regard des règles vitales, expérimenter les outils concrets et on en ressort avec, à l'issue de cette démarche collective et pragmatique, avec, comme je le mentionnais, vision, langage, rituel, outils communs, mais aussi des attentes réciproques clarifiées et en tout cas une meilleure connaissance mutuelle. On dit de cette démarche et de ce séminaire qu'il est simple et de bon sens et qu'après tout le monde tire à la même corde. Et c'est vraiment l'enjeu lorsqu'on fait du management. On pourra aller au-delà du management, et c'est ce que fait l'Institut suisse de la qualité de vie au travail. Là, on a parlé surtout du pétal management, même si c'est une démarche relativement globale dans le management. Mais l'Institut suisse de la qualité de vie au travail, c'est un regroupement d'experts multidisciplinaires qui permet d'avoir une approche globale et durable pour le collaborateur en attaquant, si on veut, la qualité de vie au travail. On le voit ici avec ces pétales. On a le management, mais on a aussi tout le travail sur les processus de travail, sur la santé et la sécurité au travail, sur les compétences et le développement professionnel, l'équité et l'équilibre de vie, et enfin les relations et le climat de travail. Pour chacun des pétales, sur la vingtaine d'experts que nous sommes, et puis il y a aussi des consultants externes, nous avons des interventions possibles thématiques, ou alors on peut proposer une démarche beaucoup plus globale. Dans ce but-là, il y a un entretien en conseil qui vous est offert. N'hésitez pas à soit me joindre en direct sur mon attel ou sur serge.pognatovic@mayotic.ch ou directement à l'adresse info@isqvt.ch. L'enjeu, c'est de prendre un temps ensemble, de parcourir aussi ces règles vitales, de voir comment elles sont vécues ou quels sont les éléments nocifs éventuellement qui seraient présents dans la manière dont on fait du management dans vos équipes et de voir ce qu'il est possible de faire. À l'issue de ce conseil, peut-être cet entretien, peut-être que vous aurez déjà tous les outils concrets pour avancer, ou peut-être que vous aurez aussi envie de travailler avec nous. Voilà, je suis arrivé au bout de cette petite présentation. Il y a beaucoup de densité, beaucoup de choses. Je suis allé assez vite, mais l'objectif c'est de mettre aussi à vos dispositions ce PDF, que vous ayez toutes ces informations. Et comme je dis, il y a cet entretien qu'on peut avoir derrière pour continuer de creuser ensemble ce sujet-là. Je vous remercie bien et je suis maintenant ouvert à vos questions, à vos discussions ou à vos remarques parce que comme je le disais, c'est quelque chose de vivant et même ces règles-là seront amenées à évoluer.